Bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 28 juin 2025. Nous sommes fidèles à notre rendez-vous. Mais avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, je voudrais vous indiquer, d'abord remercier les nombreux téléspectateurs qui m'ont appelé pour me faire part de ce que la dernière émission Droit de savoir que j'ai faite avec le brillantissime journaliste Christian Perrin a suscité, semble-t-il, beaucoup de réactions. Et j'ai reçu le message, comme celui que j'avais reçu avec Christian Perrin, où en fait c'était des menaces de mort. J'ai reçu des messages selon lesquels ils vont passer à l'attaque. Quelle attaque, je n'en sais rien. Si c'est sur le terrain des idées, je suis prêt à débattre avec n'importe qui. Mais si c'est sur les armes, je ne suis pas partisan. Et je souhaite que la force publique qui a la mission de protéger les Congolais puissent prendre les dispositions. Je suis sûr qu'ils en sont informés. Maintenant, s'agissant des sujets de ce jour, je vais commencer toujours, comme on a pris l'habitude ces derniers temps, par les informations. Et la première information que je vais attaquer, c'est, comme vous le savez, vous en avez l'habitude, c'est sur les accords entre le Congo et le Rwanda. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Tout démarre d'un rapprochement entre Congo et Rwanda avec ces rencontres entre les présidents Sassou et Kagame en 2022. Des accords cadres sont signés, tels que celui-ci. Il prévoit la possibilité de réaliser des contrats entre les deux pays. Celui-ci a été signé entre les deux ministres de la coopération internationale. L'exploitation de terres serait donc le premier cas concret. Scandale sur place, les agriculteurs locaux ne veulent pas céder leurs parcelles au Rwanda. Nous ne sommes pas satisfaits. Si cette compagnie qui a envie de venir, c'est une compagnie rwandaise, pourquoi? Si c'est une compagnie rwandaise, on ne peut pas accepter. Et vous savez que lors de la dernière quinzaine du gouvernement, le porte-parole du gouvernement avait annoncé que le dossier était clos, il était terminé. Mais par la suite, nous avons eu beaucoup de sons de cloche. Nous avons eu un son de cloche par les chroniques d'Alphonse Ndongo qui disait que de bonnes sources, il avait appris que les autorités rwandaises étaient étonnées. Après, nous avons suivi des émissions avec la société civile où ils ont fait apparaître clairement qu'ils avaient eu des contacts téléphoniques avec des personnalités du côté rwandais et que les gens étaient surpris. Ils ont même dit que c'était un fake news et qu'ils n'en étaient pas au courant. Et sur le RFI, nous avons suivi effectivement que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda avait clairement déclaré qu'il n'était pas au courant de ce qui se disait. Alors, vous voyez, ce dossier a beaucoup de zones d'ombre et nous y revenons. C'est pour ça que nous vous rappelons. Le 27 juillet 2021, on a eu cet épisode où l'ambassadeur avait rencontré le ministre chargé des Affaires foncières pour obtenir des titres fonciers pour des terres que le Congo avait données dans le cadre de la coopération sud-sud. Et le ministre avait pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour que ces documents soient obtenus dans les meilleurs délais. Par la suite, la partie congolaise a nié tout cela en nous demandant, nous, de donner les preuves s'il y avait ces documents. Et nous sommes revenus sur une question, qui des deux comment? Est-ce que c'est le Congo? Est-ce que c'est le Rwanda? Après, nous avons vécu l'épisode du 30 mars 2024 où la journaliste de la chaîne de télévision rwandaise a annoncé qu'il y avait des membres du secteur privé qui étaient venus au Congo, qui en fait avaient découvert deux sites de terrain d'une superficie de 980 km² que le Congo avait donné au Rwanda et qui était devenu la propriété des Rwandais, et que les Rwandais, avec un enthousiasme, annonçaient qu'ils allaient faire beaucoup de
culture, du maïs, du soja, du piment et autres. Et là aussi, on nous a dit que c'était faux, mais qui ment, parce que nécessairement, il y a un qui ment. Le 15 janvier, nous avons vécu la séquence, après qu'on ait parlé de cette date du 8 décembre 2024. Nous avons vécu la séquence de l'ambassadeur rwandais qui, faisant ses adieux au président de la République, a déclaré qu'ils allaient lancer la culture du ricin sur 3000 hectares à Aubéville. On s'est demandé, ben, théoriquement, si ces espaces ont été déclarés caduques pour la partie rwandaise, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Après 4 ans d'exercice en République du Congo, l'ambassadeur du Rwanda est arrivé à la fin de sa mission. Comme l'exigent les usages diplomatiques en pareilles circonstances, Théoneste Mutsenda Chiaka a fait le mercredi ses adieux au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. L'occasion a permis au diplomate rwandais de faire le bilan de son passage en terre congolaise et partant de la coopération entre Kigali et Brazzaville. Pendant les 4 ans, les relations entre le Rwanda et le Congo sont vraiment excellentes. On a mis beaucoup d'efforts sur la diplomatie économique. On a parlé spécialement de 2 projets, qui sont en train d'être exécutés ici au Congo. Le parc industriel et commercial d'Omaruku. Je lui ai dit que ça avance très rapidement et que d'ici peu, il y aura des produits fabriqués ici au Congo, made in Congo, par la société de droit congolaise avec des capitaux rwandais, Mesfield. On a parlé aussi d'un projet très important pour le Congo qui va produire beaucoup d'emplois, le projet de la culture de ricin pour faire l'huile de ricin et faire le biocarburant. C'est un projet que, encore une fois, Mesfield fait avec la société ENI. Nous allons commencer à cultiver d'ici peu à Aubéville, dans la Bouenza, 3000 hectares, mais ça va continuer sur beaucoup d'hectares. Donc, globalement, nous avons dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, avec la déclaration du ministre de l'Information congolais, nous constatons que la partie rwandaise également conteste ce qui a été dit. Ce qui veut dire que cette relation se caractérise par des déclarations qui sont souvent démenties, etc. Et ça nous gêne un peu. On revient à la question. Bref, nous suivons la question. Et pour nous, nous considérons que le dossier n'est pas clos tant que les gouvernants ne nous ont pas donné la preuve des documents administratifs qui ont été signés, qui ont été envoyés à nos partenaires pour que les partenaires se rendent effectivement compte que les choses sont closes. Mais en ce qui nous concerne, à partir des textes, que ce soit les décrets, que ce soit les autorisations provisoires d'occuper qui ont été délivrées, nous savons que selon les textes congolais, ça devrait être abrogé. Mais est-ce que ça l'a été effectivement? C'est pour ça que nous revenons sur ce problème en disant que la position des Congolais est claire. Non à la vente des terres, non à la cession des terres, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Et je crois, j'espère que le débat devrait être clos. Parce que pour les Congolais, quand on parle d'annulation, on pense à l'accord sur la coopération militaire et technique, on pense à la convention de concession de la zone économique spéciale de Maluku, on pense au permis d'exploitation minière à Kangami-Tchopo, on pense aux 4 permis de recherche minière et tous les autres aspects. C'est tous ces aspects. Et je pense que les gouvernants ont compris le message. Donc voilà la première information. La deuxième information, tenant compte de l'actualité, ce même débat en disant que ce n'étaient pas des prisonniers politiques, c'était des prisonniers, des prisonniers de droit commun. C'est un débat qui est vieux et que nous connaissons suffisamment. Nous tenons à relever un certain nombre de choses. La première chose que nous tenons à relever, c'est qu'en 2018, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire avait émis un avis dans lequel il recommandait la libération immédiate de Jean-Marie Michel Nkoko et André Kombisa-Lissa. Il demandait même des dédommagements. Bon, évidemment, les autorités congolaises n'ont pas suivi, mais l'avis avait véritablement été donné. Le deuxième aspect que nous allons soulever, c'est qu'en 2020,
Philippe Esso, qui était l'un des avocats de Jean-Marie Michel Moukoko, avait déclaré clairement sur la chaîne RFI que Jean-Marie Michel Moukoko n'était pas un prisonnier de droit commun, mais qu'il était un prisonnier politique, parce que le chef d'accusation pour lequel il avait été condamné portait sur l'atteinte à la sûreté nationale, et c'était un chef d'accusation politique et que cela ne devrait pas être discuté. Mais nous avons vu que les gouvernants reviennent assez souvent, mais il y a eu des voix qui se sont élevées. Nous rappelons de cette voix de Yves Le Drian en France, lorsque le président Denis Sassou Nguesso avait effectué une mission en France, qui avait dit qu'il lui avait parlé avec fermeté pour des actes forts à l'endroit de Jean-Marie Michel Moukoko et des autres prisonniers politiques. Ce n'est pas la seule voix qui s'est élevée. Au Congo, la société civile, plusieurs personnalités se sont élevées. Nous tenons à rappeler juste que Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombisa ont été tous les deux candidats à l'élection présidentielle de 2016. Ils n'en ont jamais reconnu les résultats. Et je crois, mais ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on parle de cette situation, il faut essayer de se rappeler de ce qui s'est passé à partir du 4 avril 2016, où il y a eu des événements, sinon une attaque qui a été perpétrée dans la zone sud de Brazzaville, qui s'est prolongée dans le Poul avec ce qu'on appelait la guerre du Poul, qui a fait beaucoup d'exécutions sur le sommet, beaucoup de disparitions de villages, beaucoup de déplacements de population et autres. Et quand cela s'était produit, le gouvernement a fait des déclarations pour dire qu'il s'agissait des terroristes avec lesquels on ne pouvait pas négocier. Et des mandats d'arrêt internationaux ont été émis. Bon, curieusement, en décembre 2017, il y a eu une négociation, semble-t-il, qui a abouti à la signature d'un accord de paix. Pourquoi cela n'a pas été possible avec Jean-Marie Michel Moukoko et le reste? Donc, nous poursuivons et nous continuons à dire qu'il faut qu'on œuvre pour la libération des prisonniers politiques. Maintenant, l'autre aspect que nous allons aborder, c'est que dans la tournée médiatique que Thierry Lézin-Mungala a effectuée, il a abordé un certain nombre de sujets pour lesquels, sur certains points, nous ne sommes pas en harmonie avec ce qu'il a déclaré. Une question lui a été posée en se basant sur la déclaration du président de la République, à savoir le verre est dans le fruit, il est effectivement dans le fruit, il nous faut le détruire, sur la corruption, en faisant même une liaison avec ce qui venait de se produire avec les cas d'Armel et Sylvain Dongou, et puis Moya, Stéphanie, etc. Et nous avons été surpris que Thierry Lézin-Mungala parle de ce qu'un citoyen s'est soustrait à la justice et que c'était normal, que ça se passe dans beaucoup de pays. Moi, je dois dire que ça se passe certainement dans beaucoup de pays. Mais ce qui était curieux, c'est que le jour même où le mandat d'arrêt international a été émis, c'est le jour où Dongo Zidane a quitté le pays et nous avons trouvé ça curieux. Mais dans tous les cas, dans la même affaire, puisqu'il y avait des soupçons de détournement de fonds sur une période allant de 2020 à 2025, Moya Gertrude et Stéphanie est là, et on a constaté que c'est le plat total. Et Thierry Lézin-Mungala a essayé de se défendre parce que nous avons senti qu'il était en difficulté sur cette question en disant que bon, on faisait la déclaration de patrimoine, que ça se passait bien, etc. Non, la déclaration de patrimoine ne se fait pas. Et je dois dire au ministre Lézin Thierry Mungala, depuis 2002, la déclaration de patrimoine ne se fait pas. Aucun gouvernant, aucun responsable administratif et autres n'a daigné déclarer son patrimoine depuis 2002. C'est connu. Et l'expérience qui a été tentée en 2021 s'est faite en n'étant pas conforme à la loi. Et moi, je me rappelle, j'avais introduit à ce propos un recours à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle m'a donné raison. La loi, finalement, le gouvernement a introduit la procédure pour amender la loi. Elle était amendée, il y a une loi, je crois, qui a été publiée le 15 mai 2024, et depuis, il n'y a plus de déclaration de patrimoine. Je peux prendre deux exemples frappants. Le dernier remaniement du gouvernement n'a pas donné lieu à la déclaration de patrimoine, ce qui est véritablement regrettable. Et ensuite, on a nommé des préfets, ils ont pris leurs fonctions, il n'y a jamais de déclaration de patrimoine. Donc, au-delà de ça, toutes les nominations qui se sont faites depuis n'ont pas donné lieu à des déclarations de patrimoine et nous le regrettons très sincèrement. D'autant que nous faisons le lien avec ce que
le président Donald Trump a déclaré, parce qu'il a d'abord déclaré qu'il n'autoriserait plus que les enfants des présidents, des ministres et des députés africains aillent fréquenter dans les écoles américaines. Bon, ça, c'est... Mais il s'est adressé également aux présidents africains en relevant qu'assez souvent, quand les présidents africains étaient élus, après, ils œuvraient pour maltraiter leur population, qu'il fallait qu'ils arrêtent. Et ils ne souhaitaient plus qu'ils aillent se faire soigner, qu'ils aillent en vacances aux États-Unis. Donc, c'est un élément qui est très fort, qui est apparu en relevant que nos dirigeants font de la corruption la norme de la gouvernance. Je crois que c'est un aspect suffisamment préoccupant sur lequel, à mon avis, il faut beaucoup insister, il faut revenir. Parce qu'on ne peut pas à la fois rechercher le développement et tolérer la corruption. C'est deux choses qui ne sont pas conciliables. Et je crois qu'il faut que les gouvernants tiennent compte. Maintenant, le dernier aspect sur lequel je vais m'appesantir au niveau des informations, j'ai suivi la séance de questions orales au gouvernement au niveau du Sénat. Et je me suis réjoui d'une déclaration faite par le président du Sénat, qui disait qu'en fait, il faut que pour le Parlement, la loi est prise pour être appliquée. Et que, logiquement, le Parlement doit contrôler l'exécution des lois qu'il vote. Et malheureusement, comme nous verrons dans ce qui va venir par la suite, il y a au Congo la violation flagrante dans l'impunité totale de plusieurs lois et règlements de la République. Et c'est dommage et c'est un aspect qu'il faudrait rattraper. Maintenant, si on doit passer à la thématique d'aujourd'hui, la dernière fois, j'ai beaucoup insisté sur les aspects de gouvernance électorale. Les défis sont nombreux. Aujourd'hui, nous allons essayer d'examiner quelques défis. Mais avant de rentrer dans le débat de ces défis, puisque la dernière fois, j'ai essayé d'aborder quelques aspects et j'avais promis approfondir, mais ce n'est pas aujourd'hui que nous allons rentrer dans l'approfondissement. C'est la déclaration que j'ai vue sur les réseaux sociaux de l'Union européenne qui semble-t-il pour l'élection que le Congo va tenir en mars et qu'ils estiment qu'ils n'enverront pas des observateurs parce que les principaux problèmes ne sont pas résolus. Les principaux problèmes, nous les connaissons. Nous avons cet éternel problème de la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante. Ce n'est pas fait. Et ils se sont également attaqués à la nomination par décret du président de la République, du président de ce qu'on appelle ici une commission nationale électorale, dit-on indépendante, mais en fait, elle n'est pas indépendante, et qu'on a reconduit la même personnalité, ce qui fait qu'on ne peut pas s'attendre. Mais nous l'avons déjà dénoncé en disant que telles que les choses se déroulaient, les conditions permissibles pour la tenue d'une bonne élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée n'étaient pas réunies. Donc, il faut construire. Ensuite, ils ont abordé le problème de la maîtrise du corps électoral avec sa conséquence, c'est-à-dire le problème de la fiabilité des listes électorales. Donc, les problèmes que nous dénonçons, sur lesquels nous revenons assez souvent, ils sont connus même à l'extérieur. Et moi, j'ai même été surpris on a déjà nommé les personnes, je ne sais pas si la loi électorale a été... Enfin, ça se fait dans un flou total. Et à mon avis, ça n'arrange pas les choses. C'est pour ça que nous tenons à dire que ce n'est pas une bonne chose. Il faut que les choses soient vues et soient revues fondamentalement. Bref, je crois que en son temps, nous, quand je dis nous, c'est le PSDC, c'est le Rassemblement des forces du changement. Nous nous pencherons sur ces questions et nous aurons à donner notre position. Maintenant, l'autre aspect le plus important qu'on va aborder, c'est suite à une question qui a été posée à Thierry Lézermimala. La question qui a été posée au niveau des RFI est la suivante. La présidentielle au Congo, c'est l'année prochaine. Le président Denis Sassou Nguesso a le droit de se représenter, mais il est au pouvoir depuis 40 ans. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait envisager de laisser la place aux jeunes? Et moi, j'ai trouvé cette question suffisamment fondamentale pour qu'on s'y penche. Évidemment, quand on fait des développements, après on dira que Mirassa dépasse les limites. Mais c'est les débats. Moi, je suis au niveau des débats. Je suis même très heureux que RFI ait lancé ce débat parce que nous avons souhaité
l'avoir ici au niveau du Congo et nous ne l'avons toujours pas eu. Et je crois que nous avons un certain nombre de repères sur la question. Alors, le premier repère que je vais prendre, je vais le tirer de ce livre-là, Parler vrai pour l'Afrique. Je crois à la page 91, à la page 89. La même question avait été posée en 2009 au président Denis Sassou Nguesso, puisque ça apparaît dans son livre. Et la question qui lui avait été posée est la suivante. Les plus âgés font-ils la place aux plus jeunes? Réponse du président Denis Sassou Nguesso. Sans aucun doute. Ceux de nos dirigeants politiques qui peuvent être considérés comme des anciens commencent à quitter la scène. Qu'il s'agisse de Kolela, de Yombi, de Lissouba et d'autres. Moi-même d'ailleurs, à 66, 67 ans, je commence à envisager la sortie. Parce que notre constitution stipule que à plus de 70 ans, on ne peut plus être candidat à la présidentielle. Évidemment, là, la référence, c'est la constitution du 20 janvier 2002. Et le journaliste continue à lui poser la question. Cela veut-il dire que si vous êtes réélu en juillet 2009, ce sera votre dernier mandat? Et le président Sassou répond en disant ceci. En tout cas, la Constitution précise que le président ne peut effectuer plus de 2 mandats. Là, on était dans la situation du respect de la Constitution du 20 janvier 2002. Mais comme vous savez, je crois que l'eau a coulé sous les ponts et beaucoup de choses ont dû changer. Parce que nous sommes arrivés en 2015 à un changement de Constitution. Et il faut qu'on en dise un mot. Parce que cette affaire de coup d'État constitutionnel à partir du changement des constitutions a souvent fait l'objet au niveau de l'Union africaine d'un certain nombre de sommets dont l'un a eu lieu à Malabo. On a même parlé de coup d'État rampant, on a parlé d'un certain nombre de choses. Mais quand on se réfère à la situation du Congo, qu'est-ce qu'on constate? On constate en réalité, du point de vue du droit, que le changement de constitution, selon nous, qui s'est opéré en 2015, s'est opéré en violation flagrante des lois et règlements de la République, s'est opéré en violation de l'acte constitutif de l'Union africaine, s'est opéré en violation de la charte africaine, de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Enfrad, bonjour, rebonjour. On va passer avec vous sur la revue de presse internationale et on la commence, cette revue de presse, au Congo, où le président Denis Sassou Nguesso annonce vouloir soumettre au référendum une nouvelle constitution et cette nouvelle constitution est susceptible de lui permettre de rester au pouvoir. J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République, a-t-il déclaré mardi. Ce sont des propos repris intégralement ce matin par The Mail and Guardian d'Afrique du Sud qui rappellent que le président congolais, 72 ans, a dirigé le pays de 1979 jusqu'en 1992 avant de revenir au pouvoir 5 ans plus tard, en 1997, à l'issue d'une guerre civile. Frappé à présent par la limite d'âge et l'interdiction d'exercer plus de 2 mandats qui est prévue par la Constitution, il ne peut théoriquement pas se représenter à la prochaine présidentielle, prévue l'année prochaine, d'où la proposition donc de changer la Constitution. La Croix évoque des manœuvres pour garder le pouvoir que dénonce notamment l'opposant Jean Mercœur du collectif Tournons la page. Il n'a jamais été question pour Sassou Nguesso de quitter le pouvoir. Il va donc le garder en renversant la constitution de son pays. Autrement dit, il prépare un coup d'État constitutionnel. Donc, vous voyez, on revient assez souvent sur ce problème. Et je peux aussi vous rappeler, au-delà de ce qui a été dit dans le livre « Parler vrai pour l'Afrique », Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel de France, avait révélé dans son livre ce que je ne pouvais pas dire, qu'en réalité, le gouverneur congolais lui avait envoyé un émissaire en 2014 pour aller lui poser la question et voir avec lui comment on pouvait modifier la Constitution pour permettre au président Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir. Donc le problème, en fait, en réalité, c'était celui du maintien, celui de la conservation au pouvoir. Et si on peut se permettre de rappeler ce que Jean-Louis Debré a dit, Jean-Louis Debré a dit, après avoir lu les textes, il a dit, ce n'est pas possible si on veut respecter la loi. Toute autre solution est exclue. Donc, la vie était claire. Mais malgré tout, tout a été mis en œuvre.
Et les Congolais savent, dans cette ambiance, un certain nombre de choses qui avaient été dites sur la stabilité du pays, sur la paix, sur le fait qu'on devait amener les pays à l'émergence à l'horizon 2025. Aujourd'hui, on peut évaluer la situation puisqu'on est en 2025. Et on peut voir ce qui s'est fait. Mais en réalité, le président Mamadi Doumbouya de la Guinée, lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, a donné une position qui est claire et qui donnait satisfaction à tout le monde. À savoir que le putschiste, ce n'est pas celui qui prend l'arme pour déposer un régime, mais que les putschistes les plus nombreux qui ne font l'objet d'aucune condamnation, mais sont ceux qui tripatouillent les constitutions pour rester éternellement au pouvoir. Et je crois que dans le débat que nous devons avoir le courage d'affronter les idées que nous ne partageons pas et qui sont fondées et qui doivent nous permettre d'avancer. Et c'est pour ça que assez souvent, je pense qu'il faut que nous-mêmes, nous revisitons notre histoire et que nous en tirons des leçons. Parce qu'il est quand même curieux qu'on est en 2025. 10 ans après, on n'a pas procédé à l'évaluation de ce changement de constitution en 2015 pour en tirer les leçons, pour voir les avancées qui ont été faites. Mais quand je constate beaucoup de choses, c'est que les lois et règlements de la République sont violés et il y a un certain nombre de choses qu'on devrait revoir. Mais pour revenir à la position de Thierry Mungala qu'il a prise au cours de ces débats, Thierry Mungala a parlé, dit que bon, le président Sassou, c'est un homme expérimenté, on a besoin de stabilité, de paix, et que bon, il ne faut pas remettre le pays entre les mains, des mains inexpertes. Alors moi, j'ai interprété ça pour dire que ça veut dire qu'en réalité, compte tenu du recensement que nous avons fait, qui a fait apparaître que le Congo avait 6142 180 habitants, et que le président Sassou est le seul Congolais qui peut garantir la paix, qui peut garantir la stabilité. Chose que je ne partage pas. Je suis même surpris qu'après pratiquement près de 40 ans au pouvoir, qu'il n'y ait pas eu la formation, ne serait-ce qu'au sein du PCT, qui se présente assez souvent comme des partis grands et glorieux, qu'on ait formé des compétences, des cadres qui soient en mesure de prendre les destinées du pays. Et moi, je ne partage pas cet avis que je trouve assez ridicule. Moi, je trouve cet avis assez ridicule et je mets Thierry Mungala n'est pas le seul à emprunter ce chemin. Nous avons suivi, par exemple, Anatole Kodiné-Makosso, lorsqu'il a effectué sa mission en France, il dit que le président Sassou pouvait se représenter en 2026 et que lui travaillait pour cela. En janvier 2025, lors de la cérémonie de présentation de vœux au corps constitutionnel national, bon, Anatole Kodiné-Makosso a sorti du lourd en disant que le président Denis Sassou Nguesso était un homme providentiel, etc., et invitait les Congolais à prier pour lui, etc. Bon, ça c'est leur avis, certainement au sein du PCT, mais par la suite, on a eu l'avis assez souvent donné par l'honorable président de l'Assemblée, qui considère sur la tribune de l'Assemblée que le président Denis Sassou Nguesso est le candidat naturel, non seulement de son parti, mais de la majorité des Congolais, et qu'en réalité, sa victoire ne faisait l'objet d'aucune difficulté, etc., puisque vu la manière dont il a transfiguré le pays. Moi, je ne me situe pas à ce niveau. Je suis heureux que ce débat soit lancé, mais qu'il soit lancé sur des bases saines et des bases propres. C'est pour ça que pour suivre ce débat, moi j'ai choisi de me référer à la loi fondamentale de notre pays en essayant de regarder quelques articles et en essayant de les commenter pour que les choses soient claires dans les esprits des uns des autres. Je préviens, je suis dans la logique du débat, du droit, pas dans la logique du droit de la force. Moi, je suis dans la logique de la force et du droit. Donc, quand je prends l'article 55, je lis ceci, la Constitution. J'ai la Constitution sous mes yeux. L'article 55, je lis ceci. Tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi.
La loi détermine les fonctions soumises à l'obligation ci-dessus indiquée, ainsi que les modalités de déclaration du patronat. Le constat que j'ai fait est clair. Depuis 2002, aucun gouvernant, je dis bien, aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun responsable administratif n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi. Évidemment, il y a des gens qui diront, mais il y a eu une tentative en 2021, il y a eu une tentative, mais qui ne s'est pas faite conformément à la loi. Et personnellement, nous avons introduit un recours à la Cour constitutionnelle sur un article, notamment l'article 6 de cette loi. Et la Cour constitutionnelle nous a donné raison. Et par la suite, le gouvernement a entamé la procédure. La loi a été amendée. La nouvelle loi de mai 2024. Depuis que cette loi est sortie, il n'y a plus de déclaration de patrimoine. Alors, c'est un fait suffisamment grave. Pourquoi? Mais parce que lorsque Anatole Collinet-Makosso a présenté son programme d'action gouvernementale, il a tenu à préciser que c'était une disposition constitutionnelle. Mais ensuite, il disait que plus qu'un devoir, il s'agissait d'une preuve de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de lutte contre l'enrichissement illicite. Et je constate que ne l'ayant pas fait, nous avons donc choisi pour favoriser la corruption, pour favoriser les détournements, pour favoriser l'enrichissement illicite. Et ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, après l'article 55, je passe à l'article 80. L'article 80 dit ceci. L'alinéa 2, je ne prendrai que l'alinéa 2. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Les choses sont claires. Et malheureusement, nous avons constaté que lors du congrès ordinaire du Parti congolais du travail de décembre 2019, il a été dit à haute voix que les 2588 congressistes du Parti congolais du travail ont décidé unanimement de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais du travail. Camarades membres du bureau politique, très chers camarades, la présente réunion du bureau politique, réunion ordinaire qui se tient conformément au règlement intérieur du comité central, suscite une attention particulière des membres et sympathisants du parti et même de l'opinion nationale. La route menant le Parti congolais du travail vers son 5e congrès ordinaire connaît une agitation fébrile qui justifie l'exceptionnelle attente fondée sur notre réunion. Voilà pourquoi il est ici requis de chaque membre du bureau politique de se mettre à son vrai niveau de responsabilité pour que des présentes assises du bureau politique s'enclenche une dynamique nouvelle qui restaure le prestige de notre grand parti. Nous devons aller au Congrès dans la discipline, l'unité et la cohésion, tous préoccupés par la détermination à faire du Congrès du 50e du Parti congolais du travail un grand rendez-vous qui conforte le rassemblement et la mobilisation des forces autour du camarade président Denis Sassou Nguesso, président du comité central pour de grands combats à venir. C'est-à-dire, en fait, président du Parti congolais du travail. Vous voyez bien que c'est une violation flagrante de la loi. Et lorsqu'on l'observe, on ne peut que la dénoncer. D'autant que le Parlement qui devait contrôler l'exécution de la loi ne le fait pas, etc. Et ça, c'est un aspect qui est suffisamment important. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Et moi, j'ajoute, parce qu'on reviendra là-dessus, puisque l'Union européenne a parlé des conditions des élections, nous verrons au plan intérieur, mais ça veut dire aussi que le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée.
Et à mon avis, ce sont des aspects suffisamment importants sur lesquels on ne devrait pas lésiner pour avoir quelques commentaires. Maintenant, nous venons, je reviens, je fais un petit recul en arrière. C'est l'article 50. L'article 50 dit exactement ceci. Tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses obligations envers l'État. Nous constatons là, à travers les deux exemples que nous venons de prendre, qu'il y a violation dans l'impunité totale des lois et règlements de la République. Il y a violation manifeste et totale. Et qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux, on reste silencieux. Si on reste silencieux, c'est pour faire plaisir ou pour, si on veut apporter la contribution à la bonne gestion des affaires de la cité. Est-ce qu'on doit rester tranquille? Moi, je dis non. Lorsqu'on le peut, on dénonce et on relève. Maintenant, après c'est parce qu'on peut passer, faire l'exercice en passant à beaucoup d'articles. On peut passer maintenant à l'article 77. L'article 77 dit exactement ceci. Excusez-moi. Lors de son entrée en fonction, le président de la République prête le serment devant la nation et le peuple congolais, etc., de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple lui ont confiées, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale, l'intégrité du territoire national, la souveraineté et l'indépendance nationale. Pourquoi j'insiste sur l'article 77? Mais parce que lorsque je fais référence à ce que je viens de dire, et ce n'est pas de mon fait, mais je fais le constat que le président de la République a violé le serment qu'il a prêté, entre autres, de respecter et de faire respecter la Constitution, et ensuite de garantir la paix et la justice à tous. Et je crois qu'il faut, à mon avis, prendre tous ces aspects de façon sérieuse. Parce que je tiens à rappeler, et je l'ai assez souvent dit, je suis assez souvent revenu, lorsque le président de la République a été reconduit comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire le président du Parti congolais du travail, j'ai introduit un recours à la Cour constitutionnelle. Et en introduisant le recours, en fait, c'était un recours, une requête sous forme de recours en inconstitutionnalité de l'élection qui avait permis la reconduction du président Denis Sassou Nguesso comme président, en fait, du Parti congolais du travail. La requête a été déclarée recevable. La Cour constitutionnelle a examiné. Elle a pris la décision numéro 005/DCC/SVA/20 du 31 juillet 2020. Et cette décision est claire. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Et elle a choisi d'en faire une notification au président de la République, président du Sénat, à l'honorable président de l'Assemblée nationale, au premier ministre chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice. Mais ça fait 5 ans. Et depuis 5 ans, aucune solution n'a été apportée. De sorte qu'aujourd'hui, la situation n'a pas changé. Et le président de la République est toujours président du Parti congolais du travail en violation de la Constitution. Est-ce que le constater devient un problème? Qu'est-ce que l'on veut? Mais si en le constatant, ça devient un problème, quand les gens vont soi-disant aller aux élections, ils feront quelle campagne si on n'aborde pas un certain nombre de problèmes de fond, si on n'avance pas, etc. Maintenant, j'en viens aux articles 65 et 66. Pourquoi? Parce que l'article 65 dit clairement que le président de la République est élu. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable 2 fois. Et bon, la suite, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, à lire cet article, on peut logiquement dire qu'il ne devrait pas avoir de raison pour se poser la question sur la possibilité ou non de la candidature du président de la République. Et là où ça pose problème, c'est les articles que je viens de lire. Par exemple, que le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. On fait comment? On fait comment? Par exemple, comme le fait que le président de la République est tenu et a pris l'engagement
solennel de respecter, de faire respecter la Constitution. On fait comment? Et comme malheureusement, dans l'article qui vient après, c'est l'article 66, on n'a pas mis la conditionnalité du respect de la loi. Mais par contre, il y a un aspect qui apparaît. On dit, nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il n'est pas de nationalité congolaise, s'il ne jouit pas de ses droits civils et politiques, s'il n'est pas de bonne moralité. Mais aussi aux juristes de regarder à partir du tableau. Et je crois que le débat qui est posé, c'est un débat extrêmement profond. Je déplore d'ailleurs que le Conseil national de dialogue, qui a la mission de se pencher sur les problèmes d'apaisement des forces, d'apaisement, de recherche de consensus et entre les forces des nations et de concertation, ne se soit pas penché sur ce genre de problème. Parce qu'après, il y a des incompréhensions. Parce que le droit, c'est le droit. Et on dit que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est ça qui est fondamental et qu'il faut retenir. Et aujourd'hui, les Congolais sont habitués, parce que lorsqu'on voit par exemple ce qui se passe en France, le président Sarkozy a beaucoup de démêlés avec la justice, il est même parfois condamné. Le président Chirac est passé au niveau de la justice. Donc, beaucoup de grandes personnalités, parce que c'est des pays démocratiques et qui permettent que les lois puissent être appliquées et que cela puisse être respecté. Mais ce n'est pas encore le cas au niveau du Congo et nous ne pouvons que le déplorer. Donc, dans le débat qui s'annonce, avant que je n'aborde la question du Parti congolais du travail, ce débat est très intéressant. Mais il ne s'agit pas de vouloir agir par la force. Il s'agit de convaincre par une argumentation. Je ne suis pas juriste, mais il y a des juristes qui peuvent nous aider à ce que nous allions à la conclusion rapide sur ces problèmes et que nous essayons d'avancer. Maintenant, quand je passe l'autre aspect sur le Parti congolais du travail, et je dis, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le Parti congolais du travail a violé l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, cité plus haut, selon lequel le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein des partis politiques. Mais le Parti congolais du travail n'a pas violé que cet article. Il a violé aussi l'article 26 de la loi 2017 du 12 mai 2017, qui dit clairement que les partis politiques ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et après, toujours par rapport à cette même loi relative aux partis, la loi 2017, quand on prend l'article 31 de cette loi, il est dit clairement que en cas de violation des lois en vigueur par un parti ou un groupement politique ou de troubles à l'ordre public, le ministre de l'administration du territoire suspend le parti concerné et procède à la fermeture de ces locaux. Voilà la situation du Congo. Et on prétend aller aux élections, mais sans respecter les lois et règlements de la République. Donc on tombe dans le cas que nous avons déjà connu, le cas que le président Denis Sassou Nguesso avait dénoncé en 92. Et je tiens à vous rappeler, parce qu'assez souvent, nous revenons sur cette déclaration. J'insiste pour dire que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et on termine. J'insiste pour dire que nous n'accepterons pas que soient organisées des élections hors la loi. 2026, ce sera une élection hors la loi ou une élection conforme à la loi. Telles que les choses se présentent aujourd'hui, ça sera une élection hors la loi. Est-ce qu'à l'étape actuelle, nous avons besoin de ça? Surtout lorsqu'on se rappelle que dans l'un de ses messages sur l'état de la nation, le président de la République a déclaré que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Mais pourquoi sommes-nous dans l'anticonstitutionnalité? Pourquoi ne voulons-nous pas en sortir? Évidemment, je sais qu'il y a des pesanteurs, parce qu'il faut que les Congolais comprennent. Si on applique l'article 31 de la loi de 2017, du 12 mai 2017, ça veut dire quoi? On suspend le Parti congolais du travail, l'Assemblée tombe, le Sénat tombe. Mais comme on dit la loi, c'est la loi, on fait comment? Et le président
le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. On fait comment? Donc, c'est ce débat, à mon avis. Alors, comme il y a des voix qui s'élèvent partout pour dire on invite le président Sassou avec acte de candidature, quoi? Mais il faut que cet acte de candidature soit conforme aux dispositions de la loi. Et je répète, il est 19h, je répète que le président de la République ne peut pas être président du parti. C'est un des aspects, mais il y a d'autres aspects. Le président de la République ne peut pas être le président du Parti congolais du travail. Et le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique et transparente. Voilà les défis. Avant même qu'on ne rentre dans les véritables débats au niveau de la gouvernance électorale, comme les débats sur la commission électorale véritablement indépendante, ou bien la maîtrise du corps électoral, ou bien la fiabilité des listes électorales. Voilà. Mais il faut que les autorités, j'ai suivi les réactions du ministre porte-parole du gouvernement après, semble-t-il, la déclaration de l'Union européenne. Il ne s'agit pas d'imposer les choses. Il s'agit d'aller avec une argumentation pour défendre. Et moi, je dis, ce que l'Union européenne a relevé, nous l'avons déjà relevé au plan intérieur. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont à Bruxelles, ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, avec les outils, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut effectivement avancer. Donc, j'avais besoin d'apporter la lumière, d'apporter la clarification sur ce débat. Parce qu'il ne s'agit pas ici de venir toujours être dans le droit de la force. Il faut être dans la force du droit. Et la force du droit, elle sait. Sinon, ce qui se présente, en fait, c'est quoi? Nous, on est dans une démarche pour un coup d'État constitutionnel, un nouveau coup d'État constitutionnel. Est-ce que dans ce pays, on va vivre que de coup d'État constitutionnel en coup d'État constitutionnel? Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et lorsqu'on est dans un coup d'État constitutionnel, est-ce qu'on est dans la logique de la paix ou dans la logique de la perturbation de la paix? Mais les Congolais sont fatigués. Ils ont trop souffert. Les guerres fratricides qu'on a eues dans ce pays. La guerre du 5 juin 1997. La guerre du... Les Congolais sont fatigués. Ils veulent qu'on aille vers un système où le processus d'organisation des élections est clair. Ce n'est pas des choses qui sont faites en cacheterie. J'ai appris, bon, je ne sais pas, qu'on est en train de prendre les dispositions pour les préparer un dialogue, je ne sais pas sous quelle forme, puisque on vient d'enterrer, que Dieu ait son âme, Martin Bélican, qui était le secrétaire permanent du Conseil national du dialogue, pour dire aussi, et que les gouvernants doivent le savoir, la concertation nationale n'a aucune base juridique. Et tout ce qui s'est fait, a été fait en fait dans une seule optique, la conservation du pouvoir. Voulons-nous du développement du pays, de l'amélioration des conditions de vie des Congolais, ou voulons-nous de la conservation et du maintien au pouvoir? J'ai dit non, il faut que nous évoluions, il faut que nous évoluions. Donc voilà, chers téléspectateurs, le débat que j'ai voulu faire, ma contribution au débat, puisque la question a été posée à Thierry Lézé-Moubala, elle a été posée, comme je vous l'ai dit, en 2009, donc c'est une question qui est pratiquement comme permanente, et je crois que les Congolais doivent être associés à ce débat pour en décider de façon sereine, pour en décider. Sinon, il ne faut pas que l'élection soit considérée comme une formalité, comme quelqu'un avait dit après la concertation de Madibou. Je ne peux pas aller à une élection dont les résultats sont connus d'avance, c'est-à-dire que les conditions d'organisation les autres. Et nous sommes de ceux qui pensons qu'aujourd'hui, Jean-Marie Michel Mboko et André Okombi Salissa payent le prix de ce qu'ils n'ont pas accepté les résultats qui ont été donnés en 2016, et ce n'est pas. Et nous constatons, pour nous qui sommes à l'opposition, en précisant bien que l'opposition, c'est pour nous, c'est ceux qui ne soutiennent pas la politique du gouvernement. Et pour l'opposition, nous avons des préoccupations et nous avons des éléments de sécurité, des garanties à avoir. Parce que 2016, Moukoko et Okombi sont candidats. Aujourd'hui, ils sont à leur 10e année d'emprisonnement. Et 2021, Diblis Parfait Kolelek, candidat, il meurt le jour même de l'élection. Alors on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'être candidat, est-ce qu'être à l'opposition, être candidat tout en étant à l'opposition, c'est s'exposer soit à la prison, soit à la mort, soit à l'exil?
Je ne crois pas que ce soit une bonne chose et je crois qu'il faut que ça soit. Alors donc moi, je tiens à dire, au-delà de ce que les gens disent, à travers ce que j'ai dit, je donne ma position sur ce débat. Sur la question du droit, je pense que le président Denis Sassou Nguesso ne devrait pas être candidat en 2026. Sur la question du droit, j'ai lu les articles, vous les avez suivis, etc. Et je crois qu'il faut maintenant, s'il y a des gens qui veulent qu'on confronte les idées, mais nous sommes prêts à la confrontation des idées. Donc, pour terminer, je vais revenir un peu ce que le président Sassou lui-même a dit. Jamais, jamais je n'accepterai que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Pourquoi nous sommes dans l'anticonstitutionnalité et pourquoi nous voulons y demeurer. J'exhorte le président Sassou à prêter le serment et de faire respecter la Constitution et prendre les dispositions parce que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi pratiquement depuis 2002. La situation s'est aggravée en décembre 2019 lorsqu'ils ont choisi de reconduire le président de la République comme président du comité central exécutif. Mais les dispositions existent. La loi existe. Et la loi, tout le monde doit se soumettre à la loi. C'est pour ça que je termine cette émission en exhortant le président de la République à tout mettre en œuvre pour que les dispositions soient prises, pour que le Parti congolais du travail soit sanctionné. Je sais que ce n'est pas facile, puisqu'il en est le président. Nous avons constaté également la difficulté au niveau du ministère de l'Intérieur, puisque le ministre de l'Intérieur est membre du bureau politique du Parti congolais du travail, et nous avons découvert et réalisé qu'il a déclaré plusieurs partis, dont le Parti congolais du travail, conformes à la loi à travers un certain nombre de textes, alors qu'ils ne sont pas conformes à la loi. Ça préfigure de ce que l'élection de 2026 qu'on veut organiser ne se tiendra pas dans des conditions de transparence, dans des conditions de crédibilité, etc. Et c'est des choses, nous sommes à 8 mois de cette élection. Il faut veiller à ce que cela puisse être rattrapé. Donc voilà, chers téléspectateurs, je tiens à préciser aux téléspectateurs que lorsque nous évoquons les questions du droit, que nous nous référons à des articles, ce n'est ni un manque de respect, ni une volonté de s'attaquer. Non, c'est un constat qui est fait. Et malheureusement, le statisticien que je suis est appelé à agir dans l'observation et assez souvent de tirer les conséquences. Et c'est ce que nous avons assez souvent fait. Je sais que beaucoup en sont frustrés, mais c'est pas mal. La loi, c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tout le monde. Et elle doit s'appliquer au président Denis Sassou Nguesso. Elle doit s'appliquer au Parti congolais du travail. Elle doit s'appliquer au ministère de l'Intérieur. Tout comme le président du Sénat l'a rappelé. Et je rappelle au président du Sénat, au président de l'Assemblée, au premier ministre du gouvernement et au ministre de l'Intérieur et de la Justice, qu'ils ont reçu la notification depuis le 31 juillet 2020 de ce que le Parti congolais du travail n'était pas en conformité avec la loi, de ce que le président de la République était en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Il faut que ces problèmes soient réglés. Réglez-les. C'est pas en menaçant Clément Mirassa, en l'intimidant, tout ça qu'on va faire développer ce pays. Il faut accepter le droit à la différence. Et il faut savoir que je suis à l'opposition. C'est-à-dire que je fais des remarques, mais je fais souvent des remarques constructives dans l'intérêt du pays pour que nous avancions. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais souffrent. Les Congolais sont dans la misère et dans la souffrance. Ils ont besoin qu'il y ait un sursaut pour qu'on sorte de ce pays, de cette situation. Donc, voilà, chers téléspectateurs, ce que je voulais dire à l'occasion de cette émission. Nous aurons certainement l'occasion de revenir, mais il y a d'autres aspects sur lesquels nous reviendrons au cours des prochaines émissions. Mais je vous donne rendez-vous à samedi prochain. Je crois que ça sera le premier samedi du mois de juillet. Je ne sais pas si ça sera le 5, mais rendez-vous à la prochaine. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et vous dites tout simplement à bientôt.
Merci.